Et si on pouvait lire le monde, non pas dans un livre, mais directement dans le paysage? Eh bien, c'est justement de ça qu'on va parler. On va plonger dans la Finlande ancienne pour découvrir comment les pierres, les marais, les arbres, tout ça, c'était en fait un texte vivant. Un texte rempli d'histoire, de sagesse et même de véritables guides de survie. Alors voilà, on a devant nous une œuvre qui est, disons-le, un pilier de l'identité finlandaise. C'est La malédiction de Kullervo. La scène est hyper dramatique. Elle est tirée de leur épopée nationale, le Kalevala. Et ce qu'elle capture, c'est un moment de rage. Mais une rage pure, un tournant tragique qui est vraiment gravé dans la mémoire collective du pays. Mais attendez, et si l'objet le plus important de cette peinture, de cette scène mythique, était réel? Je veux dire, vraiment réel? Imaginez que cette pierre-là, au centre de toute cette fureur, ne soit pas juste une invention de l'artiste, mais un véritable objet. Un rocher qu'on pourrait encore aujourd'hui aller voir et toucher. Alors, quel est le secret de cette pierre, hein? Pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière et s'intéresser à l'artiste lui-même. Ok, donc fin des années 1880, l'artiste, Akseli Gallen-Kallela, part s'isoler dans les forêts profondes de Keru, en Finlande. Et attention, ce n'est pas juste une petite retraite pour se reposer, non, non. C'est une immersion totale, complète, dans cette nature finlandaise un peu brute, et c'est cette nature qui va devenir la matière première de ses œuvres les plus connues. Parce que pour lui, pour Gallen-Kallela, le paysage n'était pas juste un arrière-plan, un décor, pas du tout. C'était un personnage, un vrai personnage. Et au cœur de ce personnage, il y avait quoi? Une pierre bien précise, un rocher qu'il a passé du temps à observer, à dessiner, avant de l'immortaliser dans son tableau. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que cette pierre a bien pu voir? Eh bien, c'est la fameuse malédiction de Kullervo. Alors l'histoire, c'est un vrai drame en 4 temps. D'abord, la tromperie. On a Kullervo, qui est esclave et qui reçoit un pain pour sa journée de travail. Ensuite, la trahison. La femme de son maître, par pure méchanceté, a caché une pierre à l'intérieur du pain. Troisième acte, le drame. Le seul objet de valeur de Kullervo, le couteau hérité de son père, se brise net sur la pierre. Et là, c'est le point de rupture. L'instant où tout bascule. Enfin, la malédiction. Fou de rage, Kullervo lance une vengeance terrible. Il transforme le troupeau en bêtes féroces qui vont dévorer sa tortionnaire. Tout ça à cause d'une simple pierre dans un pain. Une petite pierre qui déclenche une tragédie immense. Et cette histoire, elle nous emmène bien plus loin qu'on ne le pense. Elle nous ouvre la porte sur une idée beaucoup plus profonde. Dans cette ancienne vision du monde, les pierres, ce ne sont pas juste des caillots. Pas du tout. Ce sont des êtres. On parle ici du concept de la pierre-être. Ce n'est pas un objet inanimé, non. C'est une entité active, changeante, presque un vaisseau qui transporte l'histoire, un témoin de temps qu'on ne peut même pas imaginer. Dans cette croyance, les pierres, elles ont une sorte de connaissance profonde du monde. C'est un peu comme si elles avaient déjà tout compris, tout résolu. Et cette idée, on la retrouve partout dans l'art de l'époque. Jetez un œil à ces 2 œuvres. À gauche, on a Gallen-Kallela, bien sûr. Et à droite, un de ses contemporains, Pekka Alonen. Qu'est-ce qu'on voit dans les 2 cas? Des pierres imposantes qui prennent de la place et qui sont très souvent associées à un arbre bien particulier, le sorbier sacré. Et cette association, évidemment, ce n'est pas un hasard. Le sorbier, il faut savoir, était vu comme l'incarnation de Maan Emo, la terre-mère. Du coup, la pierre qu'on place à ses pieds, ce n'est plus un simple rocher. Ça devient la représentation physique de l'esprit, de la puissance de la terre elle-même. C'est en quelque sorte le lien direct avec la source de toute vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette connexion, elle monte encore plus haut, jusqu'aux étoiles. Oui, oui, des mythes encore plus profonds reliaient tout ça à des événements célestes. Par exemple, les impacts de météorites étaient vus comme l'origine de tout, du fer, de la culture et même de la vie. Le ciel, c'était la source originelle, et la pierre, ici sur Terre, devenait alors un écho du cosmos. Ok, donc on a les pierres, des êtres bien tangibles, mais le paysage, il n'est pas seulement peuplé de choses qu'on peut toucher. Il y a aussi des esprits, des forces invisibles, comme le serpent du marais. Et ce serpent, il a un nom, Ajatar. Dans le folklore finlandais, Ajatar est un esprit féminin et maléfique. On la décrit parfois comme un serpent, parfois comme un dragon, et elle hante les marais, les tourbières. Vous savez, ces zones un peu floues, à la frontière entre le monde civilisé et le monde sauvage. Son but, c'est simple, elle répand les maladies. Mais attention, Ajatar, c'est bien plus qu'un simple monstre de conte de fées. C'était, pour reprendre les termes de l'époque, une image utilisée pour expliquer la souffrance. En gros, elle donnait un nom,
Un visage a des choses terrifiantes et complètement aléatoires. Une fièvre qui tombe du ciel, de l'eau qui vous rend malade, une bête qui meurt sans raison. C'était Ajatar. Et donc, face à cette menace, que faisaient les gens? Eh bien, ils avaient toute une panoplie de rituels. Et ce qui est fascinant, c'est que ça mélangeait le symbolique et le super pratique. D'un côté, on accrochait du fer à sa porte ou on récitait des formules magiques. Et de l'autre, on faisait des choses pleines de bon sens, faire bouillir l'eau pour les malades, garder les bébés bien au chaud et au sec. La croyance et la sagesse pratique, en fait, ne faisaient qu'un. Et c'est là qu'on touche à l'idée centrale de tout ça. Le mythe, ce n'était pas juste une histoire pour faire peur, c'était un véritable guide de survie. Il encodait des connaissances écologiques vitales, attention, et s'il y a des moustiques, là l'eau est stagnante, etc., dans des récits faciles à retenir, des récits qu'on pouvait transmettre de génération en génération. Alors, au final, comment est-ce qu'on lit un paysage? Eh bien, justement, en mettant ensemble ces deux histoires, celle de la pierre et celle du cercan. Parce qu'en réalité, la pierre de Kullervo et l'esprit Ajatar, ce sont les deux faces de la même médaille. Elles nous révèlent une culture qui ne se contentait pas de regarder la nature. Non, elle la lisait. Le paysage tout entier était un livre ouvert. Un livre qui contenait l'histoire du peuple, les dangers à éviter et les leçons de survie. Regardons ça de plus près. D'un côté, la pierre. Elle porte l'histoire, elle représente un pouvoir, elle ancre le mythe. C'est une mémoire physique, concrète. De l'autre côté, l'esprit. Lui, il explique le danger, il exige le respect, il inspire les rituels. C'est un avertissement vivant. L'un est tangible, l'autre est invisible, mais au fond, ils remplissent exactement la même fonction, une fonction culturelle absolument essentielle. Il y a une citation qui résume ça parfaitement. C'est « La culture qui crée l'histoire, qui rend les pierres importantes ». Et c'est tellement vrai. Sans le récit humain qui l'entoure, un rocher, ce n'est qu'un rocher. C'est l'histoire qu'on raconte qui le transforme en monument, en témoin ou même en être vivant. Au final, toute cette vision du monde, c'était une manière incroyablement sophistiquée de donner un sens à la vie. Une vie où la frontière entre la santé et le désastre, entre la prospérité et la famine, était d'une minceur terrifiante. C'était un système pour naviguer en pleine incertitude. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Aujourd'hui, dans notre monde où tout semble cartographié, expliqué, rationalisé, quelles histoires, quelles mémoires et peut-être quels avertissements se cachent encore, silencieux, dans les paysages qui nous entourent?